24 heures Sénat, c'est le nouveau rendez-vous de la rédaction de Public Sénat pour débattre et décrypter toute l'actualité du Sénat. Pour refaire toute l'actualité politique et parlementaire de la semaine, c'est bien sûr Parlement Hebdo, 45 minutes pour tout comprendre. Les réactions à chaud des ministres et des parlementaires en direct de la sortie de l'hémicycle. Retrouvez-nous tous les jours en direct pour suivre les temps forts des textes en séance et des auditions. Dans Preuve par 3, je mets à l'épreuve les responsables politiques sans concession autour de 3 temps forts. Le grand rendez-vous politique du soir qui décrypte l'actualité du jour. Bring the action. Le Club des municipales, c'est le rendez-vous électoral de l'année sur la chaîne Public Sénat où j'inviterai autour de moi l'ensemble de mes confrères pour débattre et décrypter des grands enjeux locaux de cette élection. Déshabillons-les, c'est l'émission où je déshabille les politiques en tout bien tout honneur. En cette année d'élection municipale, Itinéraire Bis reprend la route à la découverte de villes en pleine transformation pour une balade dans une France inattendue. Europe Hebdo, c'est l'actualité européenne dans tous ses états. Dans Génération Europe, on parle des enjeux de l'Europe avec des étudiants français et étrangers. Check that. L'actualité politique vue du web. Bibliothèque Médicis, une émission littéraire reconnue de référence pour les auteurs, leurs livres et pour le public dans un lieu exceptionnel. Culture T, c'est l'émission de tous les arts dans tous les territoires. Un lieu, une histoire, je suis heureux de vous retrouver pour de nouvelles conversations sur les hauts lieux de la Grande Guerre. Les pieds sur terre, c'est le rendez-vous des initiatives écolo. Enquête d'Europe, c'est une manière singulière de montrer et raconter l'Europe. Le docu-débat, c'est un documentaire suivi d'un débat pour prolonger la discussion. Le rendez-vous s'est transformé en guerre des mots. Premier orateur, le ministre syrien des Affaires étrangères. L'homme provoque un incident dépassant largement son temps de parole et qualifiant les représentants de l'opposition de traîtres et d'agents à la solde des ennemis de la Syrie. Une intervention dénoncée par le ministre français des Affaires étrangères. Un représentant, une délégation qui s'estimait en dehors de toute responsabilité et qui procédait à ce que j'ai appelé des élucubrations, ce qui n'est pas un compliment dans ma bouche, avec 2 caractéristiques supplémentaires, c'est qu'elles étaient agressives et qu'elles étaient longues. En réponse, le chef de l'opposition a appelé le président syrien à remettre son pouvoir à un gouvernement de transition, appuyé par l'intervention du secrétaire d'État américain John Kerry. Le consentement mutuel, qui est ce qui nous a fait venir ici pour un gouvernement de transition, signifie que ce gouvernement ne peut pas être composé avec quelqu'un qui est rejeté par un côté. Ce qui veut dire en clair que Bachar al-Assad ne prendra pas part au gouvernement de transition. Une condition radicalement refusée par le pouvoir syrien. Je vous le dis, Assad ne partira pas. Sur le papier, les positions semblent inconciliables. Pourtant, ce soir, les 2 délégations ont promis de s'asseoir à la même table des négociations à partir de vendredi, le début d'un processus long et difficile.
Retour en France avec l'actualité politique et économique et l'on parle à présent du projet de loi sur la formation professionnelle. C'est une pièce majeure dans le dispositif mis en place par le gouvernement pour tenter d'inverser la courbe du chômage. La réforme a été adoptée ce matin en Conseil des ministres. On voit tout cela avec Jérôme Rabier. Le DIF, c'est fini, place au CPF pour compte personnel de formation. Un nouveau dispositif issu de l'accord syndicat-patronat signé en décembre dernier. Présenté en Conseil des ministres ce matin, ce texte est une grande avancée pour le rapporteur du projet de loi au Sénat. Désormais, tout actif dans notre pays disposera d'un compte personnel de formation qui est attaché non pas à son statut de salarié ou de demandeur d'emploi, mais qui est attaché à sa personne et dont il pourra bénéficier tout au long de sa vie professionnelle. Un droit qui permettra de se former tout au long de sa carrière, y compris pendant les périodes de chômage, et davantage axé sur des compétences concrètes à acquérir. Un compromis obtenu et salué par la CFDT. Il vise à faire en sorte que la formation professionnelle soit le moyen d'améliorer la compétence des salariés pour, au total, rendre un meilleur service aux salariés et aux entreprises et aider le pays à répondre aux enjeux de compétitivité, de progrès social. Non signataire de l'accord, la CGT dénonce, elle, un nouveau cadeau aux entreprises. Très clairement, le compte n'y est pas en termes de financement, puisqu'il y a une diminution des cotisations patronales sur la formation d'environ 30% par rapport à l'heure actuelle, donc c'est pas rien, alors même qu'on a besoin justement de consacrer plus d'argent à la formation aujourd'hui. Les parlementaires aménageront à la marge le texte en février sans dénaturer l'accord trouvé par les partenaires sociaux. S'il est voté, ce nouveau droit entrera en application dès l'année prochaine. La suite du journal avec, comme tous les mercredis, le club d'éditorialistes du 22h. Et au menu ce soir, d'abord, la valse hésitation sur les impôts. Que croire, qui croire? L'Élysée a évoqué une baisse dès 2015. Le gouvernement tempère et prévient qu'il fera son possible. Pas suffisant sur ce sujet, la fiscalité qui est l'une des principales préoccupations des Français avec le chômage. On en parle. Et puis, autre thème ce soir, les sujets sociétaux, IVG, famille, fin de vie. Quels sont les objectifs du gouvernement sur ces sujets délicats? Enfin, une page se tourne avec l'adoption aujourd'hui de la loi sur le non-cumul des mandats. On reviendra tout à l'heure sur les moments forts de ce feuilleton à rebondissement. Et pour nous accompagner ce soir avec nous sur ce plateau, Jean-François Kahn, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes journaliste et écrivain et l'auteur de ce livre, L'horreur médiatique chez Plomb. On va en parler ce soir. Avec nous également Christine Claire, bonsoir. Journaliste, écrivain, auteur du livre Les Conquérantes, 12 femmes à l'assaut du pouvoir aux éditions Nil. Frédéric Dabi nous accompagne. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Sonia. Vous êtes directeur général adjoint de l'IFOP. Avec nous également notre chroniqueur économique, Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Sonia. Bonsoir Jean-Louis. Et notre dessinateur Hervé Baudry qui prend une nouvelle place. Oui. À mes côtés, toujours plus proche. C'est pas un scooter à deux places, mais on est l'un côté de l'autre, là, tout va bien. Mais pas à ma place, à mes côtés, voilà. Oui, bien sûr, bien mais sûr. Vous prenez du galon. Alors messieurs, premier sujet, les impôts. Jean-Louis Gombaud. Attention, attention, les Français ont la sensibilité à fleur de peau sur ce sujet. Ce sont les impôts, la fiscalité. On a assisté ces derniers jours à une offensive de charme du président vis-à-vis des entreprises sur la baisse des charges et on attendait un geste concret pour les ménages. Est-ce qu'il va venir ? Il va venir en 2017. Normalement, c'est ce qui est prévu officiellement, ce qui a été soumis à la Commission européenne. Et effectivement, alors que le président de la République avait marqué quand même un point lors de sa conférence de presse et qui remarque un autre point avec sa distribution des vœux à ce que l'on appelle les forces vives, certains autour de lui ont voulu un peu pousser l'avantage et dire oui, mais on peut arrêter en 2015. Or, c'est strictement impossible. D'abord parce que les prévisions économiques sur 2015 empêchent tout pronostic de cet ordre, puisque en réalité, le gouvernement français part sur un taux de croissance d'1,7%. La plupart des économistes disent 1,2%. Entre 1,7 et 1,2%, il y a quand même 10 milliards de recettes publiques en moins pour l'État. Ensuite, la Commission européenne a dit officiellement qu'elle ne croyait pas aux prévisions de déficit budgétaire de la France, qui prévoit de passer en 2015 à 3% de déficit. La Commission européenne dit non, ça ne sera pas 3,3%, mais ça sera 3,7%. Donc, quand le ministre dit
Si c'est possible, on fera notre maximum, etc. Il reste quand même assez flou par rapport aux rumeurs qui sont sorties de l'Élysée hier. Oui, plus que des rumeurs, c'est l'entourage qui l'a dit. C'est l'entourage qui l'a dit auprès de 2 journalistes qui l'ont rapporté. Mais lui-même est quand même assez prudent. Donc après, il est rectifié par M. Moscovici. Et, si j'ose dire, je dirais que déjà... que sur les questions d'argent, la parole du président est démonétisée, je veux dire que là, ça renforce un peu le flou général. Justement, sur ce flou, Christine Claire, c'est un sujet, c'est l'une des préoccupations majeures des Français. Comment expliquer cette valse hésitation ? D'abord, il y a un plan en Hollande, c'est évident. On va serrer les vis d'abord, faire tous les sacrifices au départ, et puis on va relâcher la dernière année. On a bien senti pendant sa conférence de presse qu'il était déjà très axé sur la prochaine élection présidentielle et contre Nicolas Sarkozy, dans laquelle il a fait allusion à plusieurs reprises. Maintenant, je crois que les experts se trompent très souvent, sinon presque tout le temps. Alors quand on entend des chiffres 3,7, 3,2, ça nous fait rire, parce que franchement, ils n'en savent pas grand-chose. Et puis ce qui est sûr aussi, c'est que l'effet des impôts, d'après ce que j'ai compris, réduit l'activité économique plutôt qu'il ne l'augmente, et que par conséquent, on ne sait pas ce que ça va donner en fin de course. Si leur idée, c'était que ça ira mieux en fin de course et qu'à ce moment-là, on pourra baisser les impôts, il n'est pas sûr que trop d'impôts ne tue pas l'impôt. Et en tous les cas, voilà une suggestion d'Hervé Baudry. Regardez, en 2015... En 2015, déjà, Moscovici va nous rembourser le timbre. C'est le début pour payer ses impôts. Il faut un début à tout. Un bon début. 2016, Frédéric Dabi, les Français n'y croient plus sur ce sujet? Oui, surtout qu'il y a eu un précédent fâcheux. François Hollande, il n'y a pas très longtemps, avait annoncé une pause fiscale qui avait été plus ou moins démentie par Jean-Marc Ayrault. Puis, il ne faut pas oublier que la question fiscale, et Jean-Louis Gambeau l'a dit, est extrêmement sensible. Dans les enquêtes de l'IFOP, le moment symbolique où François Hollande passe sous les 50% de satisfaits dans notre enquête IFOP JDD, c'est après le 9 septembre, lorsqu'il annonce le choc fiscal. Le deuxième gros dévissage du quinquennat, c'est en septembre également, quand les gens reçoivent leur feuille d'impôt, et c'est là qu'on a senti dans nos enquêtes le ras-le-bol fiscal. Le piège, ce qui explique peut-être ces différentes prises de position, c'est que beaucoup de Français, notamment à la gauche de la gauche, considèrent que François Hollande fait des cadeaux au patronat et attendent une sorte de compensation, une sorte de donnant-donnant, d'où cette idée de commencer à laisser instiller l'idée qu'il va y avoir une pause fiscale, mais l'opinion est extrêmement sceptique quant à sa véracité. Jean-François Kahn, sur ce sujet, oui, une opinion, une société à fleur de peau. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, c'était très, très bien. Ah bah c'est très bien, alors on peut passer à la suite. Quand ça commence comme ça, c'est dangereux. Attention là, vous allez laisser la parole, ils sont gourmands en parole. Jean-Luc Goubot, c'est quand même un calendrier élastique. La baisse, c'était au départ 2017, avec une stabilisation pour 2015, 2016. Ça concerne beaucoup les Français. L'un des principaux sujets de préoccupation pour les municipales, d'après les sondages, avant le chômage, c'est la fiscalité. On est sur un terrain politique. En réalité, on est sur un terrain on n'est plus dans l'économie avec les 2 ou 3 chiffres, même si les économies se pensent presque tout le temps, pas tout le temps, hein, vous avez dit presque. Donc, on est sur un terrain politique. Le président a choisi ce qu'on appelle la stratégie de la triangulation, c'est-à-dire je me mets sur le terrain de l'adversaire et je suis en position de faire ce qu'il dit qu'il faut faire. Et c'est exactement ça. Et il gêne l'adversaire. On l'a bien vu avec les réactions de M. Copé. Hier même, autour de la table ronde, on a bien vu que M. Dallier était un peu enquiquiné par cette affaire. Comment réagir? Dire « Ah, il ne le fera pas !» Bah oui, d'accord, enfin, il a dit qu'il va le faire. Ou bien « Ah, c'est pas suffisant !» Bah oui, mais pour faire 100 milliards d'économies, il faut commencer par en faire 50. Donc, il a une stratégie politique qui consiste à se mettre sur son terrain, ce qu'a essayé d'ailleurs M. Sarkozy pendant la campagne électorale en se mettant sur le terrain plutôt de l'extrême droite. Ben lui, il fait le terrain de la droite libérale en disant « moi, je suis capable de le faire ». Peut-être que cela vous inspire, Jean-François Kahn, oui? Non, ça m'inspire, mais c'est juste. Il essaye de faire ça, ouais, c'est vrai. Oui, il a réussi, cet habit. Il n'y a pas la majorité pour faire ça. C'est ça qui est étonnant. On commence à voir quand même que ça rue pas dans les brancards, mais ça s'interroge. Que le discours de vœux de Cécile Duflot, par exemple, on voit bien qu'elle n'est pas très à l'aise. On se demande comment elle va pouvoir faire cette politique social-démocrate ou social-libérale avec une majorité qui comporte une gauche de la gauche, enfin une aile gauche du Parti socialiste, les écolos. Alors on se dit que pour faire une telle politique, il aurait dû s'allier avec le centre. Oui, mais il n'a pas tendu la main à François Bayrou.
Alors, c'est là quand même qu'il y a, on le sent entre deux chaises. François Bayrou a pris déjà la main de quelqu'un d'autre. Oui, Frédéric Dabi. L'impact sur la gauche de la gauche, il a quand même bien choisi son agenda. On est à quelques semaines des élections municipales. Ce n'est pas maintenant que l'aile gauche du PS va ouvrir un front contre François Hollande. Le risque, et c'est un risque non pas au niveau des appareils partisans, mais au niveau des électeurs, c'est le risque de la démobilisation, que beaucoup d'électeurs de gauche n'aillent pas voter. Dans les premières enquêtes de l'IFOP, qui sont bien sûr pas prédictives sur les indices de participation, on voit bien un différentiel de mobilisation entre sympathisants de droite et du FN qui veulent aller voter massivement, et ceux de gauche, notamment ceux de la gauche, notamment les écologistes qui sont moins prompts à aller voter. Et une élection perdue, c'est d'abord un différentiel de mobilisation. On l'a vu pour la droite en 2008 et en 2010. Le risque, c'est surtout que ça ne marche pas. Oui. Il y a également ça. Et ce qui est tout reste donc à faire dans un délai qui est très serré, puisque toutes les discussions sur le pacte de responsabilité sont à venir. Est-ce que c'est un pari risqué, justement? On a dit souvent que ce pacte... C'est lui qui a dit ça. Oui, mais je vous pose la question. Je prends mon risque. Oui. Est-ce qu'il est risqué? Non, mais tout pari est risqué. Franchement. Bien. Alors, je crois que l'autre thème va plus vous inspirer du club ce soir. Ce sont les sujets sociétaux, IVG, fin de vie, famille. Comment le gouvernement avance justement sur ces différents sujets? Quels sont ses objectifs? Et qu'en est-il de notre société et de ses crispations sur des sujets qui sont sensibles et délicats? On en parle dans un instant. Mais d'abord, les chantiers du gouvernement sur le plan sociétal. On voit tout cela avec Marie Brémaud. Mariage pour tous, euthanasie, égalité homme-femme, théorie du genre. La gauche au pouvoir veut bouleverser la société établie, faire bouger les lignes, au risque parfois de provoquer des remous au sein de la classe politique, d'accentuer les clivages. Mais il faut rassurer un peuple de gauche parfois déboussolé. Comme le clivage ne se fait plus sur le plan de l'économie, d'après ce que je viens d'entendre du président de la République, il faut bien que le clivage se passe quelque part. Et je crois que le clivage peut se faire sur les problèmes de société. À droite et à gauche, nous n'avons pas les mêmes conceptions. Si certains à gauche comme à droite sont vent debout et dans la contestation systématique, d'autres avancent avant tout la liberté de conscience et l'appel à la raison. Et je crois que c'est l'histoire personnelle de chacun, d'une réalité qui fait qu'on y sera opposé, on y sera d'accord, ou parce qu'on a des convictions religieuses ou qu'on n'en a pas. Qu'on nous laisse le temps de réfléchir. Au vu du calendrier et des réformes qui se succèdent, l'exécutif avance à une cadence effrénée. Mais visiblement, ce n'est pas suffisant pour tout le monde. Je trouve qu'on a commencé assez tard, puisqu'on a réalisé l'ouverture du mariage à tous les couples. Sur le droit de mourir dans la dignité, pour l'instant, il n'y a rien. Sur le droit de vote des étrangers aux élections communales, il n'y a rien non plus, alors que c'était les promesses du président de la République. Il reste encore plus de 3 ans à François Hollande pour écrire sa société et peut-être ainsi déstabiliser ses adversaires politiques. Alors justement, déstabiliser ses adversaires politiques. Je vous pose la question, Jean-François Kahn. Est-ce que sur ces sujets sensibles comme la famille, l'IVG, la fin de vie, il y a une impérieuse nécessité de réformer maintenant ? Non, il y a... C'est très difficile de faire un procès d'intention, mais c'est évident qu'il y a une tendance, à partir du moment où on ne peut pas répondre à la demande sociale, et on ne peut pas y répondre, je dirais même que non seulement y répond, mais on amorce plutôt une régression sociale, on pense qu'on peut peut-être se défausser sur le sociétal. C'est classique. Se défausser, vous dites? Ça ne marche pas parce que je vous signale qu'ils ont oublié que c'est ce qu'a fait le Premier ministre socialiste britannique et ça a été un échec total. Donc c'est une illusion totale. C'est ce qu'a fait Jospin et c'était un échec total. Mais comme de toute façon ils ne comprennent rien, on peut leur dire, on peut leur expliquer, on peut leur répéter, on peut même parler lentement pour qu'ils essayent de comprendre. On peut même essayer. Rien, ils ne comprennent rien, ils n'entendent rien. C'est évident. C'est un vieux truc. On fait du sociétal parce qu'on n'est pas capable de faire du social. Ça ne marchera pas, mais ils le font quand même. C'est exactement l'inverse de ce que fait le Premier ministre espagnol, qui lui accorde une satisfaction à sa droite, l'actuelle, en voulant supprimer le droit à l'avortement. Ce qui est une erreur aussi, d'ailleurs. Il va le payer aussi. Frédéric Dabi, dans l'opinion, c'est vraiment perçu ainsi. En fait, on donne des gages quelque part à la gauche de la gauche, parce qu'on ne peut pas... Oui, quelques sucres, vous dites? Oui. Je partage ce que vient de dire Jean-François Kahn. Je ne le dirai pas comme lui, mais c'est vrai que l'opinion décode les choses. Et
Ils nous disent, les Français nous disent dans nos des dirigeants dans nos déconnent enquêtes, et les gens et les opinions décodent. J'ai bien dit décode. C'est un bon titre de livre, oui. ça, tiens, pour le prochain. Les Français nous disent, vous n'arrivez pas à avoir de résultats sur les sujets au cœur de nos préoccupations, emploi, pouvoir d'achat, fiscalité nette, vous défaussez, vous êtes dans une stratégie de diversion, parfois plus sévèrement, de tromperie sur les sujets sociétaux. On n'a pas cité quelqu'un qui a fait ça massivement, Nicolas Sarkozy. Lors du précédent quinquennat, on a eu le tout environnemental, au moment où le chômage montait très très fortement. On a eu le débat sur l'identité nationale, celui sur la laïcité, et les Français voyaient les choses. Ils approuvaient la politique environnementale, mais ils nous disaient « Stop, ce n'est pas nos vrais sujets, ce n'est pas sur ces sujets que cela nous concerne. » Et ce ne sont surtout pas ces sujets qui impactent la popularité présidentielle. Les Français ont soutenu le vote pour le mariage pour tous. Pour autant, ça n'a pas impacté la popularité de François Hollande, beaucoup plus indexée sur les sujets économiques et sociaux et fiscaux. Cela dit, il n'en faut pas trop. Il y a un vrai sujet sur l'IVG, mais je ne crois pas que le sujet soit là de supprimer un article disant qu'on ne va le pratiquer qu'en situation de désespérée, de détresse. Voilà. Et il est vrai qu'il y a de moins en moins de médecins qui ont envie, personne n'a envie de pratiquer une IVG. Hein. C'est pas gratifiant, c'est mal payé, ça n'est pas... Donc il y a un problème. Et puis il y a aussi le problème du fait que les femmes ou les jeunes filles, parce qu'on ne parle pas assez des adolescentes, mais je crois qu'il y en a encore environ 15 000 par an qui avortent, faute d'informations sur la contraception. Elles font 4 fois plus de tentatives de suicide que les filles du même âge. Donc c'est grave. Et le vrai sujet, c'est quand même la contraception. C'est quand même l'éducation sexuelle. C'est ça le fond du problème. Mais bon, là, c'est plus facile, évidemment, de supprimer 2 lignes. Même pas une demi-ligne. Oui. Alors, il y a le fond, il y a aussi ce que disait le sénateur dans ce sujet, donc déstabiliser les adversaires politiques. En tout cas, ça a divisé l'opposition. Par exemple, l'IVG, vous en parlez, et la suppression de cette notion de détresse a montré que l'UMP est traversée vraiment par des courants très divers et que Jean-François Copé n'a pas réussi du tout à ramener l'ordre dans sa maison. Non, mais l'énorme majorité, ils ont voté pour. Je crois. Hein. Oui, Bernard Debré, quand même, médecin, oui. Non, majorité parce que c'est considéré comme déjà acquis dans les faits, en fait. Qu'est-ce que c'est la politique? Ça consiste à résoudre des problèmes ou ça consiste à mettre le fouillis chez l'adversaire? Parce que et même les le deux, fouillis, mon capitaine. Oui, mais c'est un problème. C'est-à-dire que résoudre des problèmes, ça c'est la vraie politique. Sur la question de la fin de vie, par exemple, qui est aujourd'hui exposée dans toute la presse à partir d'un cas, est-ce qu'il y a véritablement, quand on lit la loi Leonetti, est-ce qu'il y a véritablement un besoin de lancer un débat pour changer cette loi Leonetti? Sur l'IVG aussi, c'est la même chose. Est-ce qu'on a besoin de relancer d'une manière ou d'une autre ce débat? Regardez un clin d'œil, regardez juste la caricature d'Hervé Baudry. Oui, c'est juste derrière vous, Jean-François Copé. En ce moment, c'est vrai, si ça continue, il risque d'euthanasier l'UMP. Moi, personnellement, je différencierais avortement, fin de vie. Sur la question de l'IVG dans l'opinion publique, ce n'est absolument pas un débat. J'ai retrouvé une enquête IFOP qui date de 2010, en plus pour une association plutôt pro-vie. 85% des femmes sont pour le droit à l'IVG sans aucun clivage gauche-droite. En revanche, sur la fin de vie, s'il y a un sujet qui concerne tous les Français, c'est bien la question de sa vie et de sa fin de vie. Toutes les familles. Ouais, toutes les familles, absolument tout le monde. Là, la multiplication de cas douloureux, Vincent Habert, Jean-Claude Sébir, ont vraiment fait bouger l'opinion publique qui ne réclame pas à corps et à cri l'euthanasie. L'IFOP a fait une conférence de citoyens pour le Comité national d'éthique, mais plutôt un aménagement de la loi Leonetti qui ne couvre pas toutes les situations les plus difficiles, même si elles sont... Mais est-ce qu'il y aura une loi qui pourra couvrir toutes les situations? Ça, c'est un grand point d'interrogation. On attend le rapport du Comité d'éthique pour février. Oui, Jean-François Kahn, compte tenu de l'état de la société, parce qu'on est sorti quand même, c'était douloureux, le mariage pour tous, il y a eu des crispations, peut-être des fractures, je ne sais pas, en tous les cas des fêlures. Est-ce qu'il y a un risque d'une agrégation de crispations avec donc ce futur débat et cette réflexion déjà engagée sur la fin de vie? Oui, mais il y avait surtout au moment des manifestations pour le mariage pour tous, oui. Il y a un risque, franchement c'est très difficile de prévoir le propre. Si vous voulez, la définition même d'un agglomérat de mécontentement, c'est une révolution. Or, le propre d'une révolution, c'est qu'on ne la prévoit pas.
Et que si on dit ici, il va y avoir une révolution, c'est sûr qu'il n'y en aura pas. Je veux dire, si on dit il y aura un agglomérat de sujets, il n'y en aura pas. Ça ne se prévoit pas, ça arrive, c'est comme ça, c'est un prétexte. Pas, voilà. Mais le débat sera délicat, la réflexion est engagée, le débat sera délicat. Le débat sera délicat, mais je voudrais ajouter quand même que c'est vrai que 88-90% des Français se disent concernés. Mais la réalité, c'est-à-dire des gens qui sont dans cette situation, qui demandent cette solution, c'est rien du tout. Les chiffres de l'INED sont assez parlants. Il n'y aurait que 1,8% des gens concernés qui revendiqueraient cette solution. Donc en fait, quand on fait un débat, on fait un débat énorme. Ça, parce qu'on est tous concernés. On a tous des gens dans notre famille, dans nos proches. Non, ça c'est. Non, on est un sujet très concernés. On a tous eu des gens en fin de vie à l'hôpital et on s'est tous posé la question. Peut-être pas directement, mais en tout cas, c'est un sujet qui touche peut-être ce qui est le plus secret et sacré. Donc en cela, il aura des répercussions. C'est à suivre. Oui, Jean-François Kahn, vous voulez conclure sur ce sujet ? Non, Eh ben, très bien. On va passer dans quelques instants à notre revue de presse, comme tous les mercredis, mais on va parler d'abord de votre livre. À paraître demain, le voici. C'est l'horreur médiatique chez Plomb. Alors, vous poussez des cris d'horreur, hein, c'est le titre, d'ailleurs, l'horreur médiatique sur le traitement médiatique, le décalage entre les mots utilisés et les faits réels. Est-ce que c'est le procès du système médiatique? Du système, oui. Pas du journaliste, du système. Ah oui, c'est vraiment un procès d'un système qui devient fou. Et si on n'y prend pas garde, il va avoir des conséquences terribles. On parle, regardez ce dont on parle, ce qu'on en a parlé tout à l'heure. Tous les médias, radio, télévision, journalistes, vous disent que la conférence de presse, ça a été la manifestation d'un grand tournant social-démocrate. Oui, le fameux tournant, ça me frappe beaucoup. Tout le monde le dit. C'est une connerie. Non, mais on entend. C'est une connerie gigantesque. Pourquoi? S'il y a quelqu'un qui est social-démocrate, qui l'a toujours été, qui n'est que ça d'ailleurs, on aimerait bien qu'il soit un peu autre chose, qui n'est que ça, c'est quand même François Hollande. Donc c'est un c'est tournant quand même dans la ligne droite. l'incarnation du social-démocrate. Ouais. S'il fallait inventer quelque chose qui symbolise, c'est le social-démocrate. Et il a toujours été. En quoi c'est un tournant? Non, c'est un tournant parce que la politique social-démocrate, n'ayant pas marché tel qu'il l'a fait, il rompt avec la politique social-démocrate. La vérité, c'est une rupture par rapport à la politique social-démocrate. C'est-à-dire, il a commencé au centre-gauche, il s'est décalé au centre, et il essaye une politique de centre-droit. C'est ça la rupture, c'est pas... Mais comment peut-on... Qu'on dit une bêtise? Il y a plein de cons chez les journalistes, mais il n'y en a pas plus qu'ailleurs. C'est comme l'agneau dans le film de Lozé, il n'y a pas que de ça. Mais il y a d'ailleurs, entre eux, il y en a plutôt moins que j'en ai connu dans le passé. Mais donc, pourquoi des journalistes, dont beaucoup sont intelligents, sont lucides, etc., répètent cette idiotie, tous? Deuxième remarque. Si je peux me permettre, François Hollande n'avait jamais dit officiellement, solennellement, qu'il était social-démocrate. Non, mais c'est absurde, qu'on dise ou pas. Il l'était totalement, il l'était complètement. Il représentait le courant de l'or, qui est plutôt l'aile moderniste. Attends, pas. Deuxièmement, le courant qu'il prend, c'est-à-dire la relance par l'offre. Oui. Hein, la relance par l'offre. Ça se discute. C'est peut-être juste, ça se discute. Le coût du travail, c'est fondamental. C'est la raison de notre bête de productivité. C'est peut-être juste, ça se discute. Pour réduire les déficits, il faut faire 45 millions de réduction sur les dépenses. Surtout ça. Ça se discute. 2 milliards. Ça se discute. Or, qui le discute? Attendez. Qui le discute? Vous avez entendu quelqu'un qui le discute? Tout le monde. La seule différence, c'est ceux qui disent il a raison, il va le faire, et ceux qui disent il a raison, il va pas le faire. Mais ils disent tous qu'il a raison. Or, il y a 40% des gens dans ce pays qui trouvent qu'il n'a pas raison. Qu'est-ce que c'est qu'un pays où sur un problème aussi fondamental, tout le monde dit la même chose, tout le monde pense la même chose, tout le monde dans la même direction, et on ne prend pas en compte les gens qui pensent différemment? C'est impossible. Vous appelez ça la démocratie? Vous appelez ça le débat d'idées? Mais c'est absolument effrayant. Jean-François Kahn. Comme l'humanité ou libération. Non, mais c'est d'accord, l'humanité, personne ne lit plus. On peut le regretter, mais personne ne lit plus. Dites-moi. Mais dans l'ensemble, c'est tout à fait incroyable. C'est bien beau de faire le procès de ce système médiatique, mais vous avez un petit peu participé à ce système. Eh ben oui, écoutez, je vous signale qu'on ne peut condamner la guerre que si on l'a fait. Oui. On peut être pacifiste que si on a participé à la guerre. Alors comment on la gagne, cette guerre? Quel conseil? Comment on la gagne? Bougez-vous.
Alors, je ça vais dépend de reprendre. vous, ça dépend de vous, ça dépend de nous. Ça dépend pas de moi, je suis vieux. La nouvelle génération Alors, là, vous qui dites, va me c'est la remuer tout ça, qui conclusion. va Vous remettre dites en une cause nouvelle tout ça. génération devra assumer cette mission contre l'horreur médiatique et rétablir l'honneur médiatique. Elle y parviendra. Elle a dit quelque chose de très juste, très très juste, fondamental, vraiment fondamental, qui est, Comme souvent, d'accord, oui. mais pour faire cette politique, c'est-à-dire de centre-droit, etc., il faut avoir une majorité pour la faire. C'est terrible de faire une politique avec une majorité qui lui est contraire. Il faut avoir une majorité, donc il faut l'élargir. Bon, c'est vraiment le problème fondamental. Nos institutions ne le permettent pas. On doit poser la question. Vous entendez dans les radios, les télés, les journaux, des gens qui vous posent cette question fondamentale? Qu'est-ce que c'est que ces institutions qui nous empêchent d'avoir une majorité adéquate à la politique que l'on suit? Personne. C'est pas le sujet. C'est un sujet fondamental et personne n'abère. Alors voilà. D'accord. Frédéric Dabi, Non, mais faut quand c'est même, une préoccupation. Sortir des limbes et venir sur l'état de l'opinion, c'est une question que les Français ne se posent absolument pas. Les Français sont sous une logique d'attente de résultats, d'amélioration de leur vie quotidienne. C'est pour ça que c'est quand même si difficile. Vous vous trompez complètement, parce que à chaque fois qu'on fait l'expérience de parler ça aux Français, les interroger, eh bien, ça les intéresse et ça les passionne. Mais si l'ensemble des médias ne leur parlent pas, ne leur dit pas, et ne leur dit que c'est interdit de poser ce problème, ils finissent par se l'interdire eux-mêmes. Regardez Jean-François Kahn, retournez-vous, regardez la caricature d'Hervé Baudry. Jean-François, c'est le son médiatique. Oui. Il imprime l'écran. Ah oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire, oui. Jean-Luc Gombault, peut-être pour réagir à cette horreur médiatique, avant qu'on passe à la revue de presse. C'est le mot des hebdos. horreur qui me choque. C'est-à-dire, bon, ça c'est les titres un peu à la Marianne, si vous voulez. Pourquoi horreur? Il n'y a pas d'horreur là-dedans. Hein? Si vous aviez le livre, vous trouveriez que c'est trop modéré, le titre. Et comme le livre sort demain, j'allais justement le donner à Jean-Luc Gombault, apparaître demain. Donc le voici, l'horreur médiatique chez Plon. Alors messieurs, on poursuit notre club éditorialiste et comme tous les mercredis, c'est la revue de presse des hebdos apparaître avec l'Express. Regardez cette une tout de suite sur le burn-out et la question comment l'éviter, le nouveau mal du siècle, titre l'hebdomadaire. Le Point à présent avec une injonction, rendez l'argent. Le Point passe en revue les dépenses publiques les plus délirantes. Ça vous plaît Jean-François Kahn? Il y avait l'histoire d'un type, un évêque qui faisait un discours dans une cathédrale et qui dit l'argent ne fait pas le bonheur. Il y a un mec qui dit alors rendez-le. et dans le point, enquête aussi sur l'homme qui s'aimait trop. Qui est-il, l'homme qui s'aimait trop, selon vous? Jean-François Copé, mal aimé, parfois détesté, le patron de l'UMP, ne doute de rien, paraît-il, surtout pas de lui. Il s'aime, François Copé? Oui, et oui. Tenez. Il s'aime? Le Point, vous allez le découvrir. Et enfin, le Nouvel Observateur et sa une, le pouvoir des paparazzis. Oui, c'est aussi, ça fait partie de l'horreur médiatique, Jean-François Kahn. Oui, mais ça a toujours existé. Ça en fait partie, mais ça a toujours existé. On a franchi un cap, un seuil ces derniers temps? Je suis pas sûr qu'ils sont pensés. Je suis pas sûr qu'on puisse dire ça. Oui. Et sur ce débat qu'il y a eu, vie privée, conséquences publiques et politiques, comment vous l'avez trouvé? Est-ce que vous l'intégrez dans l'horreur médiatique également? Non, d'abord, j'ai sorti le livre, j'ai fini le livre avant ça. Oui. Mais je suis pas sûr que j'en aurais parlé. C'est absurde de dire vie privée, vie publique. Franchement, quelle différence. Imaginez un homme, par exemple Hollande. Il aime les petites blagues. Imaginez qu'il fasse une blague, qu'il fasse une blague antisémite, par exemple. Ça lui échappe. Ah non, c'est l'homme, c'est pas le président. Attends, foutez de moi. Donc, l'homme doit assumer. Et même entre nous, assumer, et même on dit si une femme va dans son lit, et c'est l'inverse. Si c'est l'inverse, si une femme dans son lit, elle va dans le lit de l'homme, pas du président. Et mon œil. Bon. Elle va pas dans le lit du président? Ouais. Ça, c'est une blague antiféministe. Non, mais inversement. Catherine II, elle se tapait beaucoup d'hommes et ils y allaient, elle était moche parce que c'était l'impératrice. Et on a fait un cours d'histoire en même temps. Allez, on va à présent parler d'autre chose. Notre série de sondages pour les municipales. On vous en parle en fait régulièrement dans le 22h. À 2 mois du premier tour, Avignon, on a choisi la ville d'Avignon, basculerait à gauche selon notre sondage IFOP Fiducial en partenariat avec Paris Match, Sud Radio et Public Sénat. La percée du Front National provoquerait une triangulaire dont bénéficierait le Parti Socialiste. Vous nous en parlez, Frédéric Dabi. Vous avez presque tout dit. Sonia, c'est vrai que c'est une ville qui est à droite depuis longtemps. La droite est en fin de course. La maire sortante, Marie-Josée Roig, ne se représente pas. Son successeur est relativement discuté. Surtout, c'est un élément qui, au-delà du cas d'Avignon, doit nous permettre de peut-être relativiser la possible vague bleue dont il est question. Mais
nous verrons le 23 et le 30 mars, dans ces villes du Sud-Est où le Front National est tellement haut, dans cette enquête, la liste Front National obtient 24%, encore plus que Marine Le Pen qui avait fait 20% sur Avignon à l'élection présidentielle. Et dans ces zones, c'est du FN de droite, c'est pas du gaucho-lepénisme. Dans ce cadre-là, l'UMP ne trouve pas d'espace, l'UMP est à égalité 24-24 au premier tour avec le Front National, et ça permet à la gauche, unie avec Europe Écologie Les Verts, d'arriver en tête au premier tour. Et du fait de ces triangulaires, de bons reports à gauche et de cet électorat frontiste qui reste au second tour, ça donnerait une surprise dans un contexte national, et on en parle suffisamment ensemble, mauvais pour l'exécutif. Il y a un microclimat, si je puis dire, à Avignon et dans d'autres villes, où dans ces cas-là, le Front National gêne l'UMP et empêche l'UMP de conserver la ville. En tout cas, 24-24 au premier tour, c'est peut-être le score, le chiffre les plus notables. Oui, Jean-François Kahn. Non, non, c'est très intéressant, c'est très. Mais j'y crois pas. Je veux dire que ça donne une chance à la gauche de gagner, parce que dans ce cas-là, une grande partie des électeurs du Front National le quitteraient au second tour pour permettre à la droite de gagner. Ça dépend des villes. En tout cas, ça dépendra de l'ordre d'arrivée, parce que si le FN à Avignon est devant l'UMP, le vote utile en faveur de l'UMP pourrait être un vote utile de droite en faveur du Front National. Là, vous avez raison. Nous verrons. En tout cas, voilà pour Avignon à 2 mois des municipales. On vous retrouvera régulièrement, d'ailleurs, Frédéric Dabi dans le 22h pour nous dévoiler ses sondages. IFOP Fiducial en partenariat avec Paris Match, Sud Radio et Public Sénat. Restez avec nous, messieurs. On va parler à présent bien d'un autre sujet. On s'intéresse à la conclusion à présent d'un long feuilleton à rebondissement, la loi sur le non-cumul des mandats, qui a été définitivement adoptée dès 2017. Les élus devront donc choisir entre un mandat parlementaire et un mandat exécutif local. Le gouvernement salue une avancée démocratique, mais quelles conséquences concrètes? On en parle dans un instant avec Perrine Tarnot qui nous rejoint. Mais d'abord, le rappel des faits, c'est avec Cécile Sixou. François Hollande doit souffler. Après un parcours parlementaire de 7 mois, sa promesse de campagne sur le non-cumul des mandats est enfin adoptée. Je ferai voter dès le début du prochain quinquennat la fin du cumul d'un mandat parlementaire avec une fonction d'exécutif local. Rarement un texte n'avait connu un tel bras de fer entre les deux chambres. En première lecture, l'Assemblée nationale docile vote le texte. Au Sénat, pendant ce temps-là, la fronde s'organise. Elle transcende les clivages politiques et divise jusque dans les rangs de la majorité. Moi, ma conviction pour l'intérêt de la qualité de la loi, du législateur, c'est qu'il est important que les sénateurs puissent conserver un mandat exécutif local. Des figures socialistes aux côtés de l'UMP et des centristes, mais aussi des radicaux vent debout. Dans l'hémicycle, les interventions sont parfois musclées. Le texte en discussion est une imposture, oui. Il est destiné, oui, à remplir les deux assemblées de militants professionnels de la politique. Mais Manuel Valls prévient, l'Assemblée nationale aura de toute manière le dernier mot. Vous devez accompagner ce texte. Quel que soit le vote qui sera le vôtre, ce texte sera adopté. Finalement, la Haute Assemblée vote une version où les sénateurs se donnent le droit de cumuler. L'image du Sénat en prend un coup. En seconde lecture, le texte connaît le même sort. Voté par les députés dans sa version initiale, les sénateurs, eux, campent sur leur position et s'excluent de nouveau du dispositif. Définitivement votée aujourd'hui par les députés, la loi devra passer le cap du Conseil constitutionnel et survivre à l'épreuve d'une éventuelle alternance en 2017. La droite a d'ores et déjà annoncé qu'en cas de victoire, elle l'abrogerait. Et pour parler de cette loi sur la fin du cumul des mandats, on accueille notre journaliste Perrine Tarnot. Bonsoir Perrine. Bonsoir Sonia. Et regardez Perrine, la caricature d'Hervé Baudry. Moi, côté cœur, qu'est-ce qui cumule François Hollande? En fait, en tant que président de la République, il ne peut pas cumuler des responsabilités politiques. Mais je pense que côté cœur, il a peut-être des soucis. Oui, mais ça devrait être terminé. À voir, en tous les cas, il devrait l'annoncer. C'est peut-être la fin des emmerdes, mais la fin du cumul de mandats, c'est à venir. Ça y est, c'est fait, c'est adopté aujourd'hui. Perrine Tarnot, quelles conséquences? Ça change quoi concrètement? Ça change à la fois tout et rien. Je m'explique, parce que la limitation du cumul, ça va s'appliquer à partir de 2017. Donc après les prochaines élections législatives. Donc les parlementaires cumulars, ils ont 3 ans devant eux pour savoir lequel de leur mandat ils vont conserver. Donc la fin du cumul, ça ne s'appliquera qu'à partir de 2017, même s'il va y avoir quand même quelques interrogations pendant cette campagne des municipales, Sonia, parce que beaucoup des ténors du Parlement se représentent à leur mandat municipal. À droite, on peut citer les Copé, Baroin,
Nkem ou encore Gaudin. À gauche, Rebsamen à Dijon, Gérard Collomb à Lyon, Roland Ris à Strasbourg et beaucoup d'autres. Donc tous, ils ont choisi de se laisser encore 3 petites années pour réfléchir, 3 petites années de cumul. Bref, ça traîne des pieds. Et en 2017, est-ce que ça va être un bouleversement politique ? C'est surtout un bouleversement peu anticipé, je dirais, parce que ça va être quand même une révolution dans le fonctionnement du Parlement. D'abord, il y a des questions qui se posent autour du nombre de parlementaires. Je vous rappelle, 577 à l'Assemblée nationale, 348 au Sénat. En tout, ça fait 925 parlementaires français à plein temps. Ça fait beaucoup de monde à occuper. Alors, on parle toujours de l'inflation législative, mais ces 925 parlementaires à plein temps, eh bien, ils vont chacun vouloir pousser leur petite proposition de loi, faire leur rapport. Il va donc falloir dès maintenant réfléchir à la place dans nos institutions de ce nouveau Parlement à plein temps, notamment dans son rôle de contrôle du gouvernement ou dans son rôle d'enquête. Bref, penser à renforcer les moyens du Parlement. Et puis enfin, il va surtout falloir réfléchir au statut de l'élu, car il n'y aura pas de limitation du cumul des mandats sans une vraie réflexion autour de ce statut de l'élu, avec un salaire, avec des collaborateurs, avec des garanties autour de la reprise ou de la poursuite de leurs activités professionnelles, notamment si on ne veut pas avoir au Parlement ou dans les collectivités que des élus qui sont des fonctionnaires ou alors des professionnels de la politique, bref, ce qu'on appelle des apparatchiks. Mais en période de crise économique et morale vis-à-vis des politiques, eh bien, qui va oser dire qu'il faut donner plus de moyens aux élus? En tout cas, une proposition de loi qui va dans ce sens est examinée ce soir même au Sénat. On verra si l'Assemblée nationale la reprend après en seconde lecture. Hervé Baudry, encore une caricature là sur le cumul. Oui, on est toujours sur la mécanique. Et là, c'est pour mon illustre voisin du dessus, je lui donne donc la solution des 3 roues. Ça serait peut-être la solution pour avancer toujours. Oui, pour avancer vers 2017 justement pour l'application de la loi, Perrine Ternaux, sauf si la droite repasse au pouvoir, car l'UMP a promis de revenir sur cette loi. Oui, mais alors là, il faudra aller contre l'opinion publique. Et je ne pense pas que ça sera très populaire de faire campagne en 2017 contre le cumul des mandats. Enfin, pour le cumul des mandats. C'est passé, c'est acté. A priori, oui. Oui, pas mal la droite revenir en 2017 contre l'opinion. À la limite, elle peut peut-être le remettre pour le Sénat, tout seul. Mais même ça, j'ai des doutes. Jean-Luc Gombault. Un petit point qui contredit un petit peu ce que vous avez dit tout à l'heure, parce que tous les Français sont contre le cumul des mandats, et toute la presse a soutenu ce point de vue. Ah oui. Et donc là, on est dans une adéquation qui n'est pas exactement celle sur les questions économiques. Tant mieux, parce que comme ça, sur les questions économiques, il y a un débat. Très bien. Frédéric Dabi, dans l'opinion, oui, dans l'opinion, c'est absolument massif. Je nuance d'un tout petit point. Dès qu'on met des Français en situation, quand on leur parle de leur maire ou de leur député maire, ils sont toujours très favorables à dire que c'est bien qu'un maire soit aussi député pour avoir des subventions. Il y a une certaine nuance, mais quand même, le grand mouvement, c'est une très nette majorité contre le cumul des mandats. Merci d'avoir été nos invités pour ce club éditorialiste. Merci Frédéric Dabi, Jean-François Kahn. Je rappelle votre livre qui paraît donc demain. Merci de nous avoir parlé en avant-première, l'horreur médiatique. On peut le voler. Chez Plon. Pourquoi donc? Ceux qui n'ont pas les 10 €, ils peuvent le voler. Ah, d'accord. Je vous en supplie. Attendez, on peut le prêter aussi. Tenez Jean-Louis Gombault. Merci. Et merci Perrine Ternaux. On vous retrouve régulièrement dans le 22h pour vos chroniques politiques et parlementaires. La dernière page du 22h à présent, avec tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité en France et dans le monde. Regardez, c'est le tour de l'info. Il est signé Flora Sauvage. Et je dis au revoir à Hervé Baudry. À mercredi prochain. Oui, Sonia. Même place, parfait. même heure. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. C'est la première sortie médiatique de Catherine Samba-Panza, présidente de transition de la Centrafrique. Ma mission est claire. J'ai 12 mois pour conduire la transition. Nous allons faire en sorte que nous tenions donc ce délai-là. La tâche s'annonce difficile. Au moins 10 personnes ont été tuées mercredi à Bangui lors de nouvelles violences. La Commission européenne donne son feu vert à l'exploitation des gaz de schiste en Europe. Aux grandes dames des organisations de défense de l'environnement, la Commission a refusé d'imposer des normes juridiques contraignantes concernant l'exploration et l'exploitation des gaz de schiste. L'ONG Les Amis de la Terre dénonce dans un communiqué le manque absolu de courage de l'Union européenne face à la pression des lobbies. Après quelques remous, l'UMP a désigné ses têtes de liste pour les européennes. Ancien ministre, ex-député, le parti d'opposition recycle. Michel Alliot-Marie sera tête de liste dans le sud-ouest, Nadine Morano dans le Grand Est et Jean-François Copé conduira la liste dans le nord-ouest.
Une fois réglée la question des têtes de liste, reste pour l'UMP à définir sa ligne politique pour les élections européennes qui auront lieu le 25 mai. Après 7 ans d'un bras de fer entre la direction de Goodyear et ses salariés, un accord a été trouvé à l'arraché. Selon la CGT, les salariés de l'usine Amiens Nord ont obtenu le triplement de leurs indemnités par rapport au plan de départ initialement prévu. À la sortie de l'usine, les salariés ne cachent pas leur émotion. Ça fait 7 ans qu'on se bat et qu'on vient leur arracher encore une poignée de dizaines de millions d'euros. Pour le reste, j'ai pas de commentaires à faire. Quand on perd son boulot, on n'a jamais trop de commentaires à faire. De son côté, la direction évoque un accord favorable à l'ensemble des salariés et renonce aux poursuites après la séquestration de 2 cadres. Et on arrive à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Tout de suite, l'émission Déshabillons-les. Belle et douce nuit. À vous à demain, avec plaisir, bien sûr.